Bienvenue à ceux qui sont connectés. Donc aujourd'hui, la thématique dans cette série de la transformation numérique des PME, c'est la data. La data comme prochain levier de croissance. En tous les cas, ce qu'on peut dire, et c'est ce que je vais défendre ici, c'est quelque part vos données valent de l'or. Alors, on est dans une période de changement. Regardez combien de fois ceux qui d'entre vous ont un smartphone, regardez combien de fois vous le touchez. Regardez maintenant comment ont évolué les réservations d'hôtels, l'organisation des voyages, comment se passent des tâches qui étaient très, très manuelles, très directes. Aujourd'hui, il y a des services qui viennent se mettre entre les deux. Et dans tous ces changements, que ce soit dans l'utilisation des réseaux sociaux, des différents outils ou des apps que vous pouvez avoir sur vos mobiles ou utilisés sur le web, au cœur de tout ça, au cœur, il y a la donnée. Et j'en parle souvent comme de la donnée. Elle peut avoir des formes structurées, parfois non structurées. Ce qu'il y a sur Facebook, on va appeler ça la donnée qui est un peu moins structurée. Et en fait, cet ensemble d'informations, quelque part, c'est un fuel qui va pouvoir alimenter une machine, peut-être une nouvelle machine pour certains. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. Alors, on parle de transformation. Tout ce que je viens de dire, il y a du changement, transformation. Maintenant, l'exemple concret de cette transformation, on n'en est peut-être pas conscient. Et ce sera peut-être pas d'un monde aussi sombre à un monde aussi lumineux. Mais je vais prendre un exemple récent et très caractéristique autour de la donnée. Je vais prendre l'exemple de Bison Futé. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu que l'existence de Bison Futé était remise en cause. Alors pourquoi remettre en cause Bison Futé ? Tout le monde va en vacances, parce que c'est à ces périodes de mouvement où Bison Futé s'exprime. Donc tout le monde se déplace, on n'a pas arrêté nos déplacements, c'est pas parce qu'on va faire du blablacar qu'il va plus vraiment y avoir de déplacements, et au contraire c'est pour en faire plus. Donc en fait ce qui se passe, c'est que Bison Futé a un concurrent qui, sans s'attaquer à son modèle tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire financé par l'État, collecte de données, analyse statistique et proposition d'informations sur les canaux de diffusion, télévision, radio, etc. Sans s'attaquer à ce nouveau modèle, il y a un nouveau modèle qui a été inventé par une société à l'origine israélienne, et maintenant, c'est un exemple, et maintenant Google, ça s'appelle le service Waze. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Waze ? C'est déterminer quels seront, non pas demain, de telle heure à telle heure, il faut quitter les grandes villes ou pas, même si c'est une information qui est disponible, mais de savoir quel est le trafic, parce que j'ai cette application mobile. Donc aujourd'hui, parce qu'il y a des concurrents qui ont imaginé un nouveau modèle de collecte de données pour pouvoir en faire de l'analyse statistique, l'analyse prédictive, ils se sont retrouvés face à un concurrent qui va certainement faire que Bison Futé va passer d'une centaine de personnes à une dizaine ou quelques dizaines de personnes. Tout ça parce que d'autres acteurs, où il y avait une grosse barrière à l'entrée, arrivent sur le marché et sont capables d'apporter des services équivalents. Donc, tout ça, cette donnée, c'est une énergie. Comment la canaliser ? Comment répondre aux contraintes, aux exigences autour des données ? C'est ce que je vais présenter ici. Alors rapidement, qui je suis ? Donc, je suis un consultant senior en IT avec plus d'1 an d'expérience dans l'IT. Donc, je suis un des cofondateurs de Pentalog et au travers de mes différentes fonctions, j'ai été DSI, directeur technique, implémenté des process industriels, fait du commerce, de la direction de projet. Voilà, l'éventail en tout cas est très très large. Donc, vous voyez ici tous les moyens de communication pour pouvoir me joindre. Un monde de données. Donc un monde de données, oui, parce que la donnée, elle est partout autour de nous. Et avant de rentrer dans le fond du sujet, je voulais vous donner quelques petits repères. Alors déjà, quelques petits repères en termes de dimension. Ici, sur cette infographie,
la dimension, l'évolution du bit, de l'octet, du kilobit. C'était une dimension ancienne, le mégabit, le mégaoctet, je vais le dire en français, le mégaoctet qui est encore un peu contemporain, le giga totalement, le téra qui devient standard, et puis après on a des tailles du dessus, à chaque fois il y a un rapport de 1000, le téra, donc j'étais au téra, le péta, l'hexa, le zeta et le iota. Donc évidemment là on arrive à des dimensions qui sont très grandes. Comme point de repère que je voulais vous donner par rapport à ces dimensions, Google a estimé que, et ça fait partie de ses travaux, de pouvoir sauvegarder un cerveau. Alors peut-être que pour certains ce sera moins et pour d'autres ce sera beaucoup plus, mais Google estime que sauvegarder un cerveau c'est 3 pétas. Vous voyez, ça représente quand même un certain volume. Que les données aujourd'hui accessibles par le web, donc juste publiques, donc on n'intègre pas Facebook, on n'intègre pas tout ça, juste les sites web, ça représente 8 pétas. Vous voyez, c'est une dimension relativement contemporaine. Maintenant, si je prends toutes les données qui sont générées sur l'année 2013 pour cette statistique, c'est 2 hexas. Donc là, j'intègre toutes les données d'entreprise, etc. Et les études montrent qu'entre 2013 et 2020, c'est par 10 que le stockage va être multiplié. Donc vous voyez, ça va très vite, ça accélère même très vite. Un autre repère, c'est le coût du stockage au travers du temps. Donc si je reviens sur la partie kilo, en 1956, 10 kilo octets coûtaient, c'était 10 000 dollars le mégaoctet. Si je prends un point un peu plus avancé, 99, c'était 2 centimes du mégaoctet. Vous voyez déjà entre 56 et 99 la grosse chute. 2005, 71 centimes le giga de dollars. Et en 2010, 8 centimes le giga. Donc, la donnée a longtemps été freinée par le coût du stockage. Aujourd'hui, le coût du stockage devient presque dérisoire. Et donc, on peut imaginer d'engranger des données, de stocker de la donnée pour faire autre chose. Encore un point de repère, c'est ce qu'il se passe sur Internet pendant 1 minute. Alors, je ne vais pas tous les faire un par un, mais si je prends un YouTube, voilà, les données datent de 2013, je crois aussi, 2014, sur celui-ci. 300 heures de vidéos uploadées sur YouTube chaque minute. Sur Apple avec ses apps, 31 000 applications téléchargées par minute. Ça commence à faire quelque chose. Si je prends un Amazon, non, je n'arrive pas à le lire, je ne vais pas prendre Amazon. Si je prends un Vine, c'est 1 million de vidéos qui sont jouées par minute. Donc on voit que tous ces services, il y a de la vidéo, il y a des applications, il y a des données, il y a un ensemble de choses qui va faire que au cœur de tout ça, derrière tout ça, c'est beaucoup de données, c'est du stockage, c'est du traitement de données, et tout ça c'est de la valeur parce que le service n'existerait pas s'il n'y avait pas toutes ces données autour des services. Maintenant les données elles sont partout. On le sait, elles sont dans l'entreprise. Je montrais que là, elles pouvaient être aussi sur les réseaux sociaux, des données publiques, semi-publiques, mais des données qui sont aussi totalement ouvertes. Il y a une initiative française qui s'appelle data.gouv.fr, on appelle ça de l'open data, où toutes les données d'administration ou toute agence d'État est disponible au travers d'un portail. Donc celui-ci, c'est aujourd'hui 13 000 jeux de données qui sont disponibles. Évidemment, dans la maturité auquel est arrivé le service, 13 000 c'est beaucoup, mais ce n'est pas une donnée qui est en temps réel, ce n'est pas une donnée qui est automatiquement rafraîchie, mais c'est une donnée dont les institutions sont obligées aujourd'hui de partager. Quelque part,
on paye un service d'État au travers de nos différents impôts. La donnée, elle est accessible gratuitement. Donc, suivant ce qu'on a à faire, suivant ce que l'on recherche comme information, ici, les données sont là. On y retrouve des données comme l'éducation, le transport, le logement, la santé. Vous voyez, le périmètre est vraiment très très large. Parce qu'il ne faut pas juste se contenter de ces données, mais d'arriver à les croiser avec un maximum de sources. Maintenant, la donnée, c'est une culture. Si on n'a pas la culture de la donnée, quelque part, on fait ça avec beaucoup d'opportunités, sans vouloir en récupérer la valeur. À partir du moment où on considère que la donnée fait partie de la culture de l'entreprise, c'est un peu un nucléotide, une partie de l'ADN de l'entreprise, qui va faire que, oui, les données sont génératrices de valeur, que le niveau de maturité de l'entreprise va évoluer, que ce soit dans la collecte, dans l'analyse, dans les projections, la visualisation, évidemment la sauvegarde. Je pense que tout le monde ici présent s'est inquiété de si les sauvegardes s'étaient bien passées hier. En tout cas, il faut vite le considérer parce que si on considère que c'est un actif d'entreprise et qu'il est perdu, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Et donc, c'est quelque part tous les collaborateurs, et en premier lieu le patron, qui doivent avoir cette culture, parce que oui, le flair a existé, l'intuition, ça existe, ça existera encore, et quand on peut l'appuyer par des données, c'est un moyen soit d'augmenter la vigilance, soit d'aller plus vite, parce qu'on a la confirmation avec les données qu'on peut aller plus loin et plus vite. Donc, intégrer dans la culture de l'entreprise la sensibilité, la recherche d'amélioration de la maturité sur les données, c'est un point important. Maintenant, c'est vrai, il y a un impact avec ce que je viens de dire, si je parle d'intégration de la donnée, la culture de la donnée dans le fonctionnement de l'entreprise, c'est un impact sur l'organisation. Quand je fais des process, oui, il faut collecter de la donnée, et de la donnée fiable, de la donnée représentative, et celui qui collecterait les données sans faire ce qu'on appelle au minimum l'urbanisation, savoir quelles sont les données qui sont là dans l'inventaire, c'est d'avoir des actifs sans savoir où ils sont, quelle valeur ils ont et comment pouvoir les valoriser quelque part. Donc un des points importants dans l'impact sur l'organisation, c'est de gérer une urbanisation. Et donc quand je crée un nouveau jeu de données dans mon activité, si je peux la partager, si je peux partager ce jeu de données, évidemment c'est des valeurs qui pourront être créées par les autres. Dans l'organisation, donc je parlais de partage de l'information, il faut arriver aussi à agiliser la donnée, la rendre plus facilement utilisable, plus partageable et pas automatiquement enfermée. C'est aussi avoir une démarche qui rentre dans cette culture de sensibilisation des collaborateurs à ces données. D'autres entreprises en ont compris vraiment l'importance et ont créé dans leur organisation, alors évidemment ce sont peut-être plus des CAC 40, des grosses ETI que des PME, ils ont créé dans leur organigramme un Chief Data Officer, un CDO, donc c'est pas le digital, là c'est le data, le Chief Data Officer, qui est un responsable de haut niveau, qui est là pour s'assurer que la valeur générée par les données est suffisamment exploitée. Bon, il y a un périmètre qui est relativement transversal, mais assez étroit également dans ses responsabilités. Mais c'est une démarche qui peut être prise en compte parce que à partir du moment où on comprend l'importance de la donnée. D'ailleurs, comme exemple, le patron du portail de data.gouv.fr, il est passé de cette responsabilité sur le portail, identifier toutes les données qu'il pouvait y avoir, les valoriser, les mettre à disposition, et il est devenu le directeur, le DSI, le directeur informatique de l'État, à un niveau élevé. Maintenant, on parle des données, c'est important, de l'impact sur l'entreprise,
mais il y a des conséquences évidemment autour de cette démarche de valorisation des données. Il est un peu difficile comme ça de faire une conférence sans utiliser le buzzword Big Data. Je ne l'ai pas encore dit et je ne le redirai plus. Mais derrière tout ça, Big Data, ça commence par Big, hein, même si aujourd'hui on est là pour parler de données. Big Data, si je voulais le résumer, la règle, ce sont les 3 ou 5 V suivant les écoles. Volume, variété, vélocité, véracité et valeur. C'est en cela où on se dit Big Data, il y a tout ça, toutes ces valeurs-là. J'ai un grand volume. Alors je voulais donner un petit éclaircissement pour le cas, pour ceux qui ne l'auraient pas. Quand nous on va parler de Big Data, pour vous donner quelque chose d'assez concret, pas vous parler en iota par exemple. Non, on va considérer le Big Data à partir d'une centaine de kilos. Une centaine de kilos de disques durs. Donc, vous voyez le poids que peut faire un disque d'un téra, multipliez la quantité pour arriver à un poids de 100 kg. Et voilà, à partir de ce moment-là, on arrivera à un environnement Big Data. Et donc, évidemment, le volume augmente, parce que si je prends des disques SSD sur mémoire, le volume va encore augmenter. Donc il faut se dire, Big Data, c'est vraiment très 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 volumineux. Et avant d'arriver à une notion de Big Data, on peut faire énormément de choses avec ces données. Oui, il faut de la donnée représentative, mais on peut avoir un peu de volume, un peu de variété, un peu de vélocité, un peu de véracité, un peu de valeur, pour essayer d'en trouver de la valeur et pas d'attendre d'arriver à Big Data. Et ceux qui se diraient on a encore un peu de temps, je leur conseillerais de commencer à collecter de la donnée, à la stocker, parce que c'est l'éventail qui fera de la valeur et pouvoir en sortir, en détecter cet or qu'il y a dans l'entreprise. Donc, en tous les cas, ça ne viendra pas tout seul. C'est l'accumulation qui fera qu'on pourra en sortir de la valeur pour avoir de la représentativité. Ensuite, en termes d'exigence, il faut bien prendre en compte qu'il y a des données personnelles dans ce que l'on a. Les conséquences peuvent être fortes, je vais en parler juste après. Mais les données personnelles, c'est quelque chose pour lequel il faut avoir beaucoup de vigilance, à la fois en termes de stockage, d'accès, mais aussi avec ce que l'on en fait. S'il est souvent tentant d'utiliser des données personnelles, il faut pas négliger les conséquences que ça peut avoir. En France, nous avons la CNIL qui veille à ça. Et la CNIL, je vais vous citer un cas très récent, un fournisseur, un réseau d'opticiens qui s'appelle Optical Center, si je ne fais pas d'erreur. Un réseau d'opticiens a pris une amende de 50 000 euros. Alors, si on est une TPE, 50 000 euros, ça représente quelque chose, qu'on a un CAC 40, un peu moins. Mais c'est quand même rare que la CNIL donne des amendes comme ça. 50 000 euros parce que le mot de passe des utilisateurs du portail d'Optical Center était connu des gens du call center. Donc ils ont eu avertissement, rappel de l'avertissement, je crois que ça a duré 3 fois, et ils se sont pris une amende de 50 000 euros. Ok, valeur financière directe 50 000, mais quelle est la valeur en termes d'image? Tout ça parce que dans leur process, dans leur application, la donnée qui était le mot de passe était accessible, on appelait, on pouvait connaître son mot de passe, et ça c'est pas normal. Parce que c'est une donnée personnelle, et qu'on a accès à ces informations-là, on peut avoir accès à d'autres, et c'est là où ça pose problème. Donc quand même bien veiller aux données personnelles, les conséquences peuvent être plus ou moins fortes, et l'exemple que j'ai donné est vraiment faible. Et derrière tout ça, la cybersécurité, c'est un très gros sujet du moment. Les attaques sont là. Certains d'entre vous sont peut-être attaqués, ils ne le savent même pas. Je ne vais pas faire ici ma conférence sur la cybersécurité.
Elle viendra en janvier, certainement. Mais 203 jours pour identifier, pour détecter une intrusion, donc en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui font beaucoup moins et d'autres qui font beaucoup plus. Dans tous les cas, il faut vraiment veiller à la protection de ces données parce que les conséquences peuvent être très fortes. Je vais citer l'exemple alors, vous allez dire c'est une grande société de Target, qui est un réseau de distribution américain. La conséquence du fait que quelqu'un ait utilisé son smartphone pour piloter une clim par le Wi-Fi en passant par le réseau, que l'application a réussi à poser un cheval de Troie et d'accéder à l'information, le coût, je prends une valeur ronde, 1 milliard. 1 milliard de dollars. Ben ça a eu la place du PDG. Le PDG qui devait partir avec un golden parachute de 300 millions, ben il est parti avec zéro. Bon, les 700 millions, ben ils sont couverts en partie par l'assurance cyber qu'ils avaient prise, qui était de 250 millions. Ben voilà ce que l'entreprise a perdu. Vous faites le calcul, ça représente quand même beaucoup. Tout ça parce que quelqu'un dans un coin a réussi à utiliser le Wi-Fi pour piloter la clim. Vous voyez, c'est pas grand-chose, et derrière, les conséquences peuvent être très très fortes. Donc, en cyber, la cyber dans l'entreprise, il faut vraiment le prendre en compte, parce que ceux qui cherchent à attaquer l'entreprise, alors parfois c'est des robots, vous n'êtes pas la cible, c'est un robot juste qui trouve un point d'entrée, le coût baisse énormément des attaques, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est pas accéder à l'application, c'est accéder aux données. Donc c'est bien ça qui est la valeur. Alors que les risques, bon j'en ai un petit peu parlé quand je citais le cas de Target, mais on a entendu en France Orange ou Sarenza aussi qui se sont fait hacker. Ashley Madison, bon c'est un autre site et là tout le monde espère que les données n'iront pas sur le darknet, sauf que ça va très très vite. Plus récemment c'est T-Mobile. Alors je ne cherche pas à prendre des exemples étrangers pour vous rassurer, mais voilà, c'est des cas qui sont très, très parlants. T-Mobile qui, avec son prestataire Experian, se partageait des informations pour mesurer la solvabilité des clients. Et donc là, aux États-Unis, pour vérifier ça, compte bancaire, numéro de permis de conduire, numéro de pièce d'identité, adresse, téléphone, mail, enfin il y avait la totale. Et Experian s'est fait hacker. Parce que la donnée n'était pas assez protégée, l'accès était trop facile, l'enquête est en cours, est-ce que c'est une faille interne ou un problème technique? Dans tous les cas, T-Mobile est responsable, Experian est responsable, et ça va leur coûter très très cher, parce qu'aux États-Unis, ils ne rigolent pas trop avec ça. Donc les risques peuvent être très forts. Les risques financiers, j'en ai parlé, les risques réglementaires en France avec la CNIL, l'image de marque, et au final, c'est un frein business. Donc c'est à la fois de l'or, mais c'est aussi un risque, et ça, évidemment, il faut pouvoir le gérer. Donc c'est un peu le côté sombre, mais de ces risques-là, il faut en faire une force. Et donc maintenant, je voulais parler côté positif, faut passer du côté du bullish, l'optimiste, et donc la donnée dans l'innovation. Je vais avoir cumulé des données structurées, la base de données bien carrée, les tables, des données un peu moins structurées, des données qui sont du texte, par exemple, des commentaires, des choses qui se disent sur l'entreprise ou sur des produits sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des messages courts comme Twitter ou un peu plus longs comme Facebook ou LinkedIn. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au final, dans tout ça, il y a un retour en force des mathématiques. Pendant de nombreuses années, ces analyses statistiques, comme pouvait le faire Bison Futé, que j'ai cité au début, étaient un peu freinées par le fait d'accumuler de la donnée, avoir la capacité à traiter beaucoup de données. Aujourd'hui, le coût de traitement, le coût de stockage ont fortement réduit, et donc l'accessibilité de ces services de calcul sont évidemment beaucoup plus simples, beaucoup plus directs, avec des services qui sont même directement en ligne, parfois même gratuits,
où on peut uploader de la donnée, avec des limites de volume, on upload de la donnée, et il est capable, si on lui donne une petite sémantique sur l'information, de proposer différentes choses. Donc certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la BI, de la Business Intelligence, qui est de l'analyse a posteriori des données existantes. Il ne faut pas écarter aujourd'hui, avec l'ensemble de ces données, d'imaginer des modèles prédictifs. Ça existe beaucoup sur, je vais citer un des services français qui s'appelle Locad, où tous les jours, des grands de la distribution leur fournit des données de vente de la veille. Ils appliquent un modèle, parce qu'ils ont aussi les données antérieures, et en moins d'une heure, ils fournissent les estimations de vente à venir. Donc ça, c'est quand même important en termes de gestion du point de vente. Et ils font ça au travers de modèles mathématiques qu'ils arrivent à exécuter dans un temps très court, parce que c'est une heure, quelle que soit la taille du volume de données. Et donc, ils arrivent à faire ça avec des services de cloud. Donc, le retour en force des mathématiques, et c'est certainement une des connaissances qu'il va falloir répartir dans l'entreprise pour ne pas simplement les considérer que comme une boîte noire, et certainement avoir la capacité dans l'entreprise d'assurer une fonction de data scientist. Alors, c'est peut-être un peu sombre pour beaucoup, c'est peut-être... à plusieurs, on peut peut-être avoir des visions différentes sur le data scientist, mais retenons que c'est quelqu'un qui a les capacités à la fois de comprendre le business, connaître les données en place et de fortes connaissances en mathématiques pour pouvoir poser des hypothèses. Et au final, c'est pas lui qui va tout trouver. Au final, c'est de pouvoir poser des questions et d'y trouver des réponses. Et c'est un peu ça la force de la donnée qu'on peut avoir dans l'entreprise, c'est de se dire, je vais trouver des réponses dans mes données. Alors, toujours dans quelques précautions dans l'entreprise, moi j'ai beaucoup apprécié cette vision de Gartner sur la transformation numérique humaniste de l'entreprise, sur 3 axes. Et donc, moins il y en a, et plus c'est facile à comprendre et à mettre en œuvre. C'est le point très important sur les nouveaux modèles d'entreprise, c'est de s'assurer que l'on met bien les gens au centre de la réflexion. Alors, quand je dis les gens, c'est pas automatiquement les collaborateurs, c'est pas automatiquement les clients, mais ça va aussi jusqu'aux fournisseurs. C'est-à-dire qu'on peut chercher à y mettre beaucoup de techno et que les systèmes sont tellement intelligents qu'ils vont prendre la place de l'homme. Je ne suis pas sûr que si on se lance dans cette réflexion-là, ça nous donne un grand avenir. Quand Elon Musk, le patron de Tesla, ex-patron PayPal, ex-fondateur de PayPal et patron de SpaceX, dit moi la donnée intelligente, je veux investir beaucoup dedans parce que si ça dérive, je veux pouvoir être là. L'autre point, l'autre axe, c'est accepter l'imprévisible. Il faut que l'entreprise soit agile, qu'elle soit capable de s'adapter. Et c'est pas que l'entreprise, c'est avant tout les hommes qui soient capables de s'adapter à tous ces contextes changeants, toutes ces transformations, pour pouvoir assurer des croissances durables pour l'entreprise et une durabilité d'entreprise. Et puis enfin, respecter les espaces personnels. J'en ai parlé tout à l'heure sur la partie données personnelles. C'est vraiment un point sur lequel il faut être vigilant. Rapidement, dans l'innovation, c'est un framework qu'on utilise à Pentalog Institute pour identifier, pour mesurer en fait les niveaux d'innovation. Donc, c'est de se poser la question quand je fais une nouvelle innovation, qu'est-ce qu'elle a de social, qu'est-ce que je vais pouvoir partager avec cette innovation, qu'est-ce qu'elle a de mobile. Alors parfois, ça n'a pas de sens, mais au moins qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'elle a de mobile, Analytics, donc c'est ces données-là. Si j'ai fait une application mobile, eh ben, je vais essayer de collecter comment est utilisée l'application. Donc c'est pas juste quand je vais valider que je récupère de la donnée, il faut que je récupère entre-temps pour pouvoir analyser et derrière réorienter. Et juste après, je vous raconterai un cas intéressant autour de ces données. Cloud, c'est la partie infrastructure, c'est la variabilité des coûts. Et la partie sécurité qui est importante. Donc le cas que je voulais citer sur les données, c'est à
chaque fois j'oublie le nom, Instagram, donc qui a été racheté par Google, après moins d'1 an d'existence. Il s'était créé pour être un réseau social très orienté photo. Et en collectant toutes les informations d'utilisation, ils se sont aperçus qu'un très très grand pourcentage, je crois que c'est autour de 90% des usagers, utilisaient surtout la fonction de filtre. Pas la fonction de partage, mais surtout la fonction de filtre des photos. Ils ont fait un pivot, ils sont orientés vers juste le traitement des photos, et ils ont eu la valeur qui a été reconnue par Google et rachetée très vite. S'ils n'avaient pas analysé leurs données, ils n'en seraient pas arrivés là. Bon, c'est un exemple très précis, très concret, sur le fait que dans ces données, il y a de la valeur. Il faut juste se dire, est-ce que j'en collecte assez? Est-ce que j'ai assez de précision? Est-ce que j'ai assez de visibilité là-dessus? Maintenant, l'horizon est à construire, il ne va pas venir tout seul. C'est à chacun à chaque entreprise d'aller vers cet horizon, et à chacun le sien d'abord. Maintenant, où est l'or? Où est l'or des données? Alors, l'or, qu'il soit doré ou noir, hein, c'est à peu près la même chose. J'aime beaucoup ce parallèle avec le pétrole, parce que pendant longtemps, il y a des quantités de pétrole qui ont été en surface. Sauf qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Ben, c'est un peu comme les données d'entreprise, elles sont là, hein, elles sont accessibles, visibles, interrogeables, et la valeur, elle n'est pas souvent exploitée de ces données. Et donc, quelque part, il faut aller le chercher. Alors, donner des exemples, oui, je vais prendre des exemples très simples pour qu'ils soient compréhensibles par tous. Mais si, par exemple, je suis un e-commerçant, je vais pouvoir faire du profiling de mes usagers. Ce qu'un commercial fait. Il sait ce qu'a besoin de ses clients, ce qu'ils font, etc. Il connaît à peu près ce qui est acheté, il peut facilement le conseiller. Sauf que là, il y a une limite un peu humaine. Si j'ai 10 000 clients, combien me faudrait-il de commerciaux pour faire ça? Donc là, par les systèmes, je peux amener à ces commerciaux un peu plus de données pertinentes en analysant ce qui est acheté. Donc là, je peux le faire sur un e-commerçant ou sur des données de vente d'un réseau standard. Quand je suis un e-commerçant et que le client va mettre des produits à son panier, ou quand il va regarder des fiches produits, je peux lui proposer des choses qui le concernent. Parce que tout ce qu'il va loguer, toute l'activité qui va être enregistrée sur ce qu'il fait sur mon site, va me permettre de mieux le connaître. Et avec les réseaux sociaux, je peux aussi encore mieux le connaître. Et donc, ce sont toutes ces informations qui, cumulées, permettent d'amener de nouvelles valeurs. Alors, évidemment, il faut faire attention à la manière dont on récupère ces données, mais c'est la recommandation, la proposition de panier, c'est des choses qui peuvent faire gagner du temps et qui peuvent être des fonctions de barrière à l'entrée qui vont faire que les autres, ne sachant pas le faire, vos services vont pouvoir être plus valorisés que ceux de vos concurrents. Donc, la donnée, quelque part, celle que vous avez, les concurrents n'ont certainement pas, hein, sauf si c'est de la donnée publique, et donc, c'est une barrière à l'entrée. Et si elle n'est pas exploitée, c'est quand même dommage. Donc derrière sur la donnée, hein, c'est s'il n'y a pas d'activité de recherche d'innovation, de R&D sur la base de ces données, c'est dommage d'avoir ce fuel, d'avoir toutes ces valeurs-là sans les exploiter. Donc imaginez l'ensemble des nouveaux services pour pouvoir imaginer de nouveaux leviers de croissance. Derrière l'infrastructure, ce sera comme la tendance, ça suivra. Aujourd'hui, les solutions sont là. C'est un actif fort, il faut l'intégrer à la culture, comme je disais. Et derrière, le but, c'est d'avoir une croissance durable. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive très bien à comprendre, hein, et c'est des cas que moi je rencontre très, très souvent, c'est il y a un frein. Ce serait bien que mon image s'affiche, voilà. Il y a un frein pour beaucoup. On voit que c'est là où presque vous êtes à l'entrée de pouvoir exploiter ces données.
mais il y a encore un frein parce qu'il y a une grande inconnue, donc il ne faut pas, un peu comme cette image, ne pas être le lapin face au phare du camion en disant pour l'instant tout va bien. Dans cette transformation, ça va très vite. Regardez les taxis, bon, ça va, ça vient, hein, si on analyse bien le marché, mais il y a eu des Uber qui arrivent, il y a des Booking.com, des services qui sont en ligne et qui arrivent à disrupter. Est-ce qu'il faut résister à ça? Oui. Comment? En tout cas, traiter sa donnée est un des éléments de réponse, que ce soit dans le domaine de la finance, de la RH, dans la production. Voilà, les données, il faut pouvoir les exploiter, mais à un moment donné, il faut se lâcher, il faut expérimenter pour pouvoir avancer. Alors, oui, il faut y aller. Il faut y aller et comment? Et c'est là où Pentalog Institute est capable de vous accompagner. On travaille sur des ateliers parce que ça se fait dans l'entreprise avec vous. Hein, c'est pas magique les données. Il faut aller chercher la valeur par rapport à ce qu'on connaît du service, à ce que pourrait devenir le service. Mais il faut aller vite. Le faire seul, vous avez des gens qui connaissent votre business dans l'entreprise. Vous avez des gens qui connaissent les données, vous avez des gens qui ont des compétences mathématiques, super, mais je pense que si vous êtes dans ce contexte-là, vous le faites déjà. Voilà, maintenant, ne pas le faire seul, le faire accompagner, c'est la possibilité d'aller plus vite, hein, de ne pas être rattrapé par le business. Hein, l'innovation, c'est très difficile d'assurer l'innovation avec les ressources que l'on a en présence. Il faut savoir emmener toute l'équipe, hein, je parlais de culture tout à l'heure. Il faut savoir expérimenter, parce que, oui, à la première question, il faudrait investir des centaines de milliers d'euros pour commencer. Non, il faut arriver à commencer à petite échelle et puis monter en montrant que ça amène de la valeur. Il faut arriver à se fixer des objectifs, parce que sans objectifs mesurables, et donc là, je reboucle sur les données, hein, les objectifs vont être issus sur les données, on parle de qualité de données, on parle de nouvelles valeurs. Donc ça, c'est un point important. Ce sont des points de repère. Encourager l'initiative, hein, ce n'est pas qu'un job de direction générale. C'est si l'équipe est capable de s'exprimer, d'aller chercher de nouvelles valeurs, de poser les bonnes questions pour y trouver des réponses. Ça, c'est important. Et puis le think big, le voir grand, le voir très grand, c'est un point important pour pouvoir avancer dans ce monde où l'innovation, la R&D pourront amener de nouvelles valeurs. J'en ai fini avec ma présentation. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à tout ce que j'ai pu exprimer? Alors je vois une première question privée. Comment on peut arriver à mesurer les valeurs? La valeur, l'actif de l'entreprise. C'est un exercice qui est pas évident. Maintenant, si j'essaye de faire un peu une formule, ce qu'on applique un peu parfois, quand vous avez des adresses de contact, on essaie de déterminer quelle est la fraîcheur de la donnée, la mise à jour, et on sait ce que vaut un contact enrichi. Quand on parle de données de production, on sait le temps qui était passé sur les outils, c'est un peu ça. Bon, voilà, on essaie de voir à la fois le process de collecte, à la fois comment la donnée peut être vendue, si elle est dans ce cas-là elle est valorisable, et puis se dire voilà l'actif immatériel de l'entreprise sur les données, ça représente ça. N'hésitez pas à poser vos questions, parce que là j'en ai une deuxième. Est-ce que quel est le risque, exactement la question, quel est le risque de stocker ces données dans un cloud? Alors le risque existe, hein, toute externalisation est un risque, parce que on considère que on ne sait pas le faire, donc il faut l'externaliser, mais est-ce qu'ils vont bien le faire comme on veut? Est-ce que ce prestataire-là a les capacités? Donc, au-delà du cloud ou pas cloud, c'est avant tout de se dire, est-ce qu'on est capable d'externaliser? Est-ce que le risque d'externalisation est plus fort que le gain? Donc ça, c'est une première question à se poser. Après, tout dépend le prestataire. Si c'est
le vendeur de PC du coin qui vous dit c'est bon, je peux vous stocker les données, ou si c'est un acteur qui a beaucoup de services, qui est reconnu, qui a des capacités. Voilà, on n'est pas à la même chose. Et puis il y a un contrat qui est lié entre les deux. Et puis il faut s'assurer de ses capacités financières pour pouvoir tenir dans le temps. Voilà. Et là-dessus, il faut également se faire accompagner. C'est pas qu'une notion de prix. Maintenant, c'est vrai que pouvoir utiliser des services en ligne pour y mettre des données, faire des statistiques et en sortir des valeurs très rapidement, sans avoir à se poser la question de qu'est-ce qu'il me faut comme serveur, quelle puissance, je les achète, je les installe, que je paye. Voilà. Et là, le cycle est un petit peu plus long. Donc voilà. Le risque existe, mais il faut en déterminer quel sera le gain. Avancez par expérimentation, mettez un certain volume de données, pas tout, ne les laissez pas, retirez-les. Voilà, il y a des précautions parfois à prendre suivant la criticité. Alors j'ai encore une autre question. Est-ce que les données de Facebook sont récupérables pour les analyser? Alors c'est un niveau de complexité un peu supérieur, c'est que les données de Facebook, oui, elles sont récupérables. Alors pas toutes, s'il y a le fait que je donne mes droits ou que je protège mon profil, voilà, les données ne sont pas visibles à tout le monde. Mais dans la mesure où les données sont partagées, c'est pour ça qu'il faut sur son compte Facebook avoir des amis, les données sont là et elles sont accessibles, comme par l'interface. Donc ces données-là sont analysables. Aujourd'hui, analyser des textes pour déterminer, surtout des textes courts, pour déterminer s'ils ont un sentiment positif, neutre ou négatif, c'est rendre la donnée un peu structurée. Cumuler des messages comme ça en les analysant, c'est de pouvoir se dire, lui il est plutôt positif, plutôt négatif, on regarde les mots-clés et on est capable d'associer ça. Donc c'est moins évident évidemment que de faire une somme ou une analyse de variance sur un ensemble de données. Mais quand on est capable de caler ça avec d'autres événements autour, on arrive à profiler un usager ou alors ce qui est exprimé avec le hashtag de votre société, ou enfin le A de votre société ou le hashtag du produit, déterminer si c'est vu de manière positive ou négative. On prend ça avec des données géographiques et voilà, on arrive à structurer des choses avoir de la donnée structurée en partant de données qui ne l'est pas totalement, pour générer de nouvelles valeurs. Donc les réseaux sociaux, oui, c'est une source d'information qu'il ne faut pas négliger. Alors j'ai encore une autre question, pour l'instant c'est la dernière que j'ai. Est-ce qu'il faut absolument recruter un data scientist dans l'entreprise pour pouvoir traiter ces données? Voilà, la réponse, elle n'est pas si directe que ça, mais il faut en tout cas, à partir du moment où on a un volume de données, à partir du moment où on veut en traiter des valeurs, il faut avoir pas très loin cette compétence. Comme je disais tout à l'heure sur le profil d'un data scientist, c'est quelqu'un qui a des connaissances business. Quand je dis business, ça veut dire oui, une vue sur la finance, une vue sur la RH, une vue sur les techniques de production, pour comprendre. C'est pas qu'une approche de chiffres. Donc une vue sur le business, une vue sur les outils et une vue sur la partie statistique, mathématique, analyse. Et donc, est-ce que, en recrutant ce type de profil, qui sont évidemment aujourd'hui un peu chers parce qu'ils sont plutôt rares, est-ce que la valeur, elle sera supérieure au coût? C'est très contextuel, c'est dans ce sens-là où je peux avoir un peu de doute. Et donc, quelque part, la démarche qu'en tout cas nous on propose, c'est de se dire, travaillons ensemble, essayez de faire de la IBD, Innovation by Data, où c'est quelques jours de prestations réguliers pour identifier quelles valeurs, quelles sont les questions, quelles sont les attentes, et puis d'arriver certainement à un niveau où la donnée sera tellement importante qu'il faudra quelqu'un qui sera occupé à temps plein. Voilà, donc c'est plus dans ce contexte-là que je dirais, oui, il faut la compétence à proximité, c'est-à-dire quelqu'un qui peut intervenir. Est-ce qu'il faut la compétence en permanence? Bon, ça, faut un peu y réfléchir.
Alors, j'ai pas de nouvelles questions, donc je vais m'arrêter là. Encore merci pour votre attention. Pour les personnes qui voudraient revoir ce webinaire, il sera disponible sur le portail Pentalog, portal.pentalog.fr d'ici quelques jours. En tout cas, merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.